72 000 personnes à la mer en 48 heures. Un bilan d'au moins 75 morts et certaines sources évoquent même plus de 100 décès. En juillet 2026, l'enclave espagnole de Ceuta, située au nord du Maroc et du Maghreb, a connu la pire crise migratoire de son histoire. Et c'est certainement aussi la pire crise migratoire de l'histoire du Maghreb et de la Méditerranée. Mais derrière les images chocs, la vraie histoire combine décision de justice, algorithme TikTok et diplomatie de l'ombre. Voilà, dans cette émission, nous avons décidé de vous raconter ce qui s'est réellement passé à Ceuta. Tout a basculé le 30 juillet 2026. En 2 jours seulement, 6 fois plus de monde qu'en 2021 a tenté de rejoindre l'Europe à la nage depuis une localité marocaine vers le territoire espagnol de Ceuta. Comment une simple rumeur virale et un arrêt juridique ont-ils pu faire exploser toute une frontière? 72 000 personnes à la mer en 48 heures. Un bilan d'au moins 75 morts et certaines sources évoquent même plus de 100 décès. En juillet 2026, l'enclave espagnole de Ceuta, située au nord du Maroc et du Maghreb, a connu la pire crise migratoire de son histoire. Et c'est certainement aussi la pire crise migratoire de l'histoire du Maghreb et de la Méditerranée. Mais derrière les images chocs, la vraie histoire combine décision de justice, algorithme TikTok et diplomatie de l'ombre. Voilà, dans cette émission, nous avons décidé de vous raconter ce qui s'est réellement passé à Ceuta. Tout a basculé le 30 juillet 2026. En 2 jours seulement, 6 fois plus de monde qu'en 2021 a tenté de rejoindre l'Europe à la nage depuis une localité marocaine vers le territoire espagnol de Ceuta. Comment une simple rumeur virale et un arrêt juridique ont-ils pu faire exploser toute une frontière? Nous allons décrypter ensemble cet engrenage. Mais je vous demande d'ores et déjà de vous montrer compréhensive et de pardonner le ton de ma voix qui est très affaibli, voire même rock, à cause de quelques problèmes de santé que j'ai vécu récemment. Mais nous n'avons pas pu observer un repos puisque les urgences de l'actualité et ses complexités ont exigé de notre part une mobilisation permanente. La crise de Ceuta ou de Ceuta a pris une dimension tragique et alarmante. Depuis notamment la diffusion de certaines accusations très graves qui pointent du doigt un complot politique visant à déstabiliser l'Espagne. Ces accusations ont d'abord été formulées par la presse espagnole. 2 grands journaux espagnols, El País et l'Espagnol, ont diffusé au lendemain de la crise migratoire de Ceuta 2 articles dans lesquels ils citent des sources sécuritaires espagnoles et accusent les services secrets marocains d'avoir manœuvré ou d'avoir orchestré une invasion du territoire espagnol de Ceuta, voire une infiltration massive de ce territoire depuis une localité marocaine appelée Fnidak. Vous allez voir à l'écran les 2 copies de ces 2 articles du journal espagnol. Excusez-moi, mesdames et messieurs, au cours de l'émission, je vais beaucoup tousser à cause de la forte angine qui me déstabilise. Donc, vous avez El País et l'Espagnol, 2 grands journaux espagnols quand même, 2 médias importants en Espagne, qui accusent ouvertement, en s'appuyant sur des sources sécuritaires espagnoles. L'Espagnol cite de la Guardia Civil, la gendarmerie espagnole qui aurait repéré des agents des services secrets marocains déguisés en migrants clandestins. El País lui cite que les services secrets espagnols ont repéré des indices et des preuves qui impliquent les services secrets marocains. Et depuis la diffusion de ces 2 articles, l'affaire de Ceuta est devenue clairement un scandale politique, un scandale géopolitique, voire même un scandale diplomatique.
Par la suite, il y a eu un autre travail de recherche qui a été effectué pour tenter de comprendre qui a vraiment manipulé ces jeunes, majoritairement marocains, et qui les a convaincus d'aller se jeter à bras ouverts vers la mer pour tenter de pénétrer au sein de Ceuta. Il faut savoir que tout a basculé effectivement le 30 juillet 2026. Des milliers de personnes, très majoritairement de jeunes Marocains, ont convergé vers la frontière de Ceuta, qui est une enclave espagnole de 20 kilomètres dont nous allons parler tout à l'heure pour expliquer la complexité de son statut. Alors, la plupart sont entrés par la mer en nageant autour de digues appelées des plages Al Tarajal et de Benzo, en longeant le rivage à pied. Des tentatives ont été aussi enregistrées à Melilla, l'autre enclave espagnole, mais dans une moindre mesure, il n'y avait pas autant de monde comme à Ceuta. Un rapport écrit par un organisme de cybersécurité espagnol et qui a été résumé par Reuters, vous allez voir à l'écran. C'est un rapport très intéressant. Donc Reuters a résumé un rapport qui a été réalisé par un organisme de cybersécurité espagnol qui explique comment des vidéos virales ont inspiré des dizaines de milliers de personnes à nager jusqu'à Ceuta en Espagne. Reuters, une grande agence de presse, très crédible, etc. Donc, elle a fait un article pour expliquer les tenants et les aboutissants et les enjeux et les conclusions de ce rapport, en expliquant que la ruée massive des migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta a commencé avec un simple filet, encouragé par quelques vidéos virales, dont certains sont publiés par la média espagnole pour monter la pression migratoire. Ce mouvement de quelques dizaines de jeunes s'est transformé par la suite en une vague de dizaines de milliers de personnes nageant en masse le jeudi précédent. Plus de 80 personnes se sont noyées et ont été écrasées dans une bousculade. Donc Reuters explique le fil des événements. Ensuite, elle dit que le catalyseur a été la décision d'un tribunal suprême espagnol qui a été publiée 3 semaines plus tôt au cours du mois de juillet et qui interdisait les refoulements immédiats des migrants interceptés en mer. C'est un arrêté de la justice espagnole qui ordonnait aux autorités espagnoles de ne plus expulser les migrants étrangers interceptés en mer et qui oblige les autorités espagnoles à les accueillir, à les héberger, à traiter leur demande d'asile. Cette décision a été donc largement diffusée, mais elle a été mal interprétée sur Internet, notamment sur TikTok et d'autres réseaux sociaux comme Facebook. Des messages en ligne ont affirmé à tort que tout migrant pouvant atteindre le Ceuta, par mer ou par terre, ne pourrait pas être renvoyé par les autorités espagnoles et que le programme de régularisation des migrants illégaux va s'arrêter le 30 juillet 2026. Voilà ce que ces messages en ligne, des vidéos et des vidéos très virales, etc. Le 23 juillet, donc tout a commencé petit à petit le 23 juillet jusqu'au 30 juillet, il y a eu l'immense déferlement. Le 23 juillet, il y avait déjà 300 personnes qui avaient atteint Ceuta. Le média espagnol local basé à Ceuta, El Faro de Ceuta, a même commencé à médiatiser ses arrivées en les liant à la décision du tribunal suprême. Les images qui ont été diffusées par ce média local appelé El Faro montrent des jeunes hommes souriant et faisant des signes de victoire à Ceuta. Et ces images ont eu un effet inattendu. Ces images qui ont été diffusées par le média El Faro ont été reprises massivement sur Facebook et sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. Et ils ont encouragé des centaines de personnes à tenter la traversée. Le 28 juillet, un nouveau reportage du même média local Al Faro, sous-titré Ceuta n'en peut plus, a montré 2 jeunes femmes souriantes et trempées marchant dans les rues après avoir réussi la traversée à la nage. Et cette vidéo a été largement vue au Maroc et au Maghreb. Et le lendemain, plusieurs influenceurs, marocains notamment, ont relié ces images et avec des vidéos d'eux-mêmes nageant vers Ceuta, certains avec des combinaisons et des bouées, comme un certain Moun'im Belhaj, qui est très suivi sur Instagram au Maroc, qui a décidé d'aller, après avoir vu des reportages sur l'accueil des migrants, et notamment il s'agit de le reportage du média Al Faro. Des vidéos trompeuses ont par la suite été diffusées massivement, ils ont circulé. Elle montre notamment un jeune homme avec une perche à selfie nageant vers Ceuta. En réalité, il a filmé toute la côte atlantique marocaine, il a trompé les
plusieurs de ces internautes en leur faisant croire qu'il est arrivé à Ceuta. Et donc, il y avait des milliers de vidéos qui ont commencé à circuler. Et par la suite, bizarrement, ce même article de Reuters, qui s'appuie sur un rapport réalisé par un analyste espagnol appelé Chema Gil, cet analyste espagnol spécialisé en cybersécurité, qui travaille de manière indépendante, il dit avoir identifié deux groupes WhatsApp publics qui sont administrés par des numéros algériens. Ces groupes WhatsApp totalisent 3700 membres et ces deux groupes WhatsApp donnaient des conseils sur les itinéraires et incitaient les migrants à bouger très vite avec des messages comme ceux qui ne bougent pas aujourd'hui le regretteront demain. Le soir suivant, des milliers de personnes ont commencé donc afflués vers Ceuta, des milliers sont restés coincés, surtout des migrants subsahariens et des mineurs non accompagnés. Et par la suite, donc, ces groupes WhatsApp ont incité vers le 29-28 jusqu'au 30 juillet énormément de monde en donnant des conseils très pratiques, comment nager jusqu'à Ceuta, comment tromper la vigilance des services de sécurité espagnoles pour entrer à Ceuta. Donc voilà globalement comment l'affaire de Ceuta est devenue un complot. On parle d'abord des services secrets marocains, ensuite on parle d'influenceurs marocains qui ont trompé et qui ont manipulé des internautes, ensuite on a parlé de deux groupes WhatsApp dirigés par des numéros algériens qui ont donné des itinéraires, qui ont donné des conseils pratiques et qui incitaient le maximum de monde à franchir la frontière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vers la fin du mois de juillet, on se retrouve donc avec 72 000. Alors, même les chiffres ne sont pas officiels. Certaines sources parlent de plus de 80 000 migrants, d'autres parlent de 44 000 migrants. Les sources les plus proches, les plus fiables, parlent de 72 000 migrants et d'un bilan malheureusement. Tous ces migrants ne sont pas arrivés sains et saufs à Ceuta. Il y a pour le moment 75 morts, des noyades, surtout des noyades en Méditerranée lors de la traversée parce qu'ils ont essayé de nager, ou des bousculades, des migrants qui sont morts pendant des bousculades. On n'a pas l'identité précise ni la nationalité précise des ressortissants ou ces migrants qui sont morts, mais plusieurs sources locales estiment qu'il s'agit d'essentiellement de jeunes Marocains ou de jeunes Marocaines. Il y a même quelques personnalités célèbres comme une footballeuse marocaine très connue au Maroc qui est morte en noyade pendant la traversée dans laquelle elle s'était jetée, qu'elle avait tenté pour rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta. L'Association marocaine des droits de l'homme, la MDH, parle même d'un bilan qui va dépasser les 100 morts. Donc c'est un véritable carnage. C'est tout simplement inédit dans l'histoire du Maroc et du Maghreb, et même de la Méditerranée. On parle pratiquement de plus de 100 morts. L'Association marocaine des droits humains estime qu'on va dépasser ce seuil et que nous allons, dans les jours à venir, déplorer un nombre de morts très élevé. Donc, qui croire? Est-ce que c'est une affaire politique? Est-ce qu'il y a eu des manipulations? Est-ce qu'il y a eu une intervention des services secrets? Depuis pratiquement plusieurs jours, depuis une semaine, l'opinion publique au Maghreb, les Maghrébines et les Maghrébins, comme l'opinion publique en Europe et l'opinion publique internationale, elle vit au rythme des spéculations et des complots. Pour le moment, il n'y a pas aucune preuve matérielle. Il n'y a aucune preuve matérielle attestant de l'implication des services secrets marocains ou attestant de l'implication de services secrets algériens, puisque les Marocains accusent les Algériens accusent les Marocains. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le ministère intérieur espagnol évoque un nombre de 72 000 entrées irrégulières, 6 fois plus que la crise de mai 2021. Il a vu quelques 10 000 à 12 000 personnes entrer en 2 jours. Pour une ville qui est déjà habitée par 85 000 habitants, le choc a été donc immédiat. À Ceuta, il y avait 85 000 habitants. Et vous imaginez, en quelques jours, il y a eu 72 000 personnes qui ont tenté d'entrer ou qui sont entrées à Ceuta. C'est-à-dire que la population elle a doublé en 2-3 jours. Et les images d'ailleurs témoignent des images choquantes. On a vu des enfants qui ont été raccompagnés par les gardes-frontières espagnols. On a vu des migrants qui ont failli se noyer, qui ont été secourus. On a vu par ensuite les autorités espagnoles qui ont déployé une balise pour bloquer la mer, pour empêcher les nageurs de nager depuis la localité marocaine de Fnider jusqu'à Ceuta. On a eu des images extrêmement choquantes. Des familles entières, des femmes, des personnes, des mères accompagnées
accompagnés par leurs enfants et surtout beaucoup de mineurs non accompagnés, des mineurs, c'est-à-dire des migrants âgés de moins de 16 ans, de moins de 15 ans. Le bilan humain, pour le moment, il est lourd. Au moins 72 morts. Comme je disais, certaines sources parlent de plus de 100 morts et d'autres sources parlent de 86 morts. Madrid a réagi rapidement en mobilisant l'armée à Ceuta, en dépêchant des renforts policiers, des plongeurs et des drones. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié l'afflux d'attaque et de violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Du côté marocain, le Maroc, la police se déploie massivement à Fnideq, qui est la ville juste située frontalière, ce qui est situé à côté de Ceuta et dans laquelle se sont massés les milliers de migrants qui ont été candidats à l'immigration clandestine au départ vers Ceuta. Il y a eu même des affrontements qui ont éclaté, on vous a montré des images, des affrontements ont éclaté entre la police marocaine et ses migrants, des images de voitures incendiées ont circulé, et dès le 31 juillet, plus de la moitié des migrants sont repartis volontairement ou dans le cadre de retours accélérés et négociés en urgence entre Madrid et Rabat. Le gouvernement marocain, au départ, a eu une attitude effectivement très intrigante. Il n'a pas réagi rapidement. Il y a eu deux réactions, et notamment à travers l'agence de presse marocaine. La première réaction, elle date du 2 août 2026, dans laquelle un porte-parole du gouvernement marocain qui a expliqué que les événements survenus au point de passage menant à Ceuta et Melilla sont le résultat de facteurs intriqués dans l'instrumentalisation tendancieuse de l'espace numérique et la diffusion d'informations trompeuses. C'était la déclaration du 2 août 2026 du porte-parole du gouvernement marocain. Ce n'est pas l'image que vous voyez, ça c'est un article de la presse marocaine. Nous allons vous montrer maintenant une autre réaction. Cette fois-ci officieuse et pas officielle, c'est une dépêche de la MAP. La MAP, c'est l'équivalent de l'APS en Algérie. La voilà, c'est exactement de cela dont il s'agit. C'est une dépêche, c'est comme l'APS. La MAP, c'est l'agence de presse gouvernementale marocaine et elle est utilisée comme porte-parole médiatique ou le bras médiatique de l'État marocain, comme l'APS est utilisée comme le bras médiatique de l'État algérien. Et là, cette dépêche qui date du 3 août 2026, au lendemain pratiquement de l'intervention du porte-parole du ministère de l'Intérieur marocain, cette dépêche a suscité le trouble, elle a semé le trouble, elle a suscité des doutes sur les intentions du gouvernement marocain, puisqu'il est dit clairement, voilà ce qu'il dit dans la dépêche, nous ne sommes ni le gendarme, ni le concierge de l'Europe, nous sommes un partenaire souverain, pas un sous-traitant. En matière de gestion de la question migratoire, affirme lundi à Rabat une source gouvernementale marocaine, tout en s'interrogeant si le modèle de gestion actuel est viable et adapté au nouveau contexte. La même source a souligné qu'il est décevant de constater que les événements de Ceuta ont été exploités pour des bénéfices électoraux et des règlements de compte politiques, a fait remarquer la même source que lorsque la crise battait son plein, sous le poids d'une couverture médiatique sensationnaliste et alarmistes, nous avons entendu les commentaires les plus haineux et les analyses les plus folles. Nous avons vu à quel point certains acteurs politiques ont été en deçà du moment historique et combien ils ont été décevants dans leur réaction. Donc là, nous avons une source gouvernementale marocaine qui dit dans une déclaration, ce n'est pas une source qui a été identifiée, mais quand on dit une source gouvernementale, ça veut dire une source officieuse, pas officielle, qui parle ouvertement dans une dépêche de la MAP, de l'agence de presse gouvernementale marocaine, et qui dit chacun doit assumer ses responsabilités. Le Maroc n'est ni le gendarme, ni le concierge de l'Europe. Nous opérons partenaires fiables et engagés dans le cadre d'un partenariat bien compris qui ne peut être à sens unique. Cette réaction a jeté effectivement le trouble et elle a alimenté les accusations contre le Maroc, puisque cette source gouvernementale a dit nous sommes ni le gendarme ni le concierge. Il faut savoir que majoritairement les migrants qui sont partis depuis le territoire marocain vers le territoire espagnol sont des jeunes Marocaines et Marocains. Et le Maroc a totalement le devoir de protéger la vie de ses propres concitoyens. Il ne s'agit pas de migrants qui sont venus du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire ou de l'Algérie, etc. Une partie d'entre eux viennent d'Algérie, de pays d'Afrique subsaharienne, du Yémen ou du Soudan. Mais majoritairement, et les autorités espagnoles l'ont démontré à maintes reprises dans leur communication officielle, c'était des Marocaines et des Marocains.
Donc, est-ce qu'il y a eu une instrumentalisation? Et cette source marocaine parle d'instrumentalisation politique, elle parle ne sont pas des concierges ni des gendarmes, etc. Comme s'il y a un conflit entre l'Espagne et le Maroc. Alors que jusque-là, les relations étaient totalement euh, apaisée, voire amicale, surtout que depuis 2022, le printemps 2022, lorsque l'Espagne a reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, il y avait même une lune de miel. Mais voilà, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, est venu à Alger au mois de juillet dernier, c'était juste au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, c'est le 20 juillet 2026, et il s'est beaucoup rapproché du régime Tebboune et des autorités algériennes, et là, le rapprochement ou la réconciliation entre l'Algérie et l'Espagne aurait, selon certaines sources, déplu au Maroc, qui aurait réagi violemment en déclenchant une crise migratoire. Ça reste une thèse qui, pour le moment, relevée du complotisme. Mais effectivement, la réaction du gouvernement de cette source gouvernementale marocaine dans la map a soulevé des interrogations. Et le Maroc doit jouer le rôle de gendarme sur son territoire. C'est complètement logique. Il doit empêcher des ressortissants, que ce soit ses propres ressortissants ou des ressortissants étrangers, d'intégrer ou d'entrer illégalement dans un autre territoire qui relève du territoire espagnol. Donc le Maroc ne rend pas service à l'Espagne et doit juste accomplir ses propres obligations vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa population. Donc la question qui fâche et qui demeure, le Maroc a-t-il laissé faire? Le contexte en réalité, il est favorable à cette thèse. 10 jours avant la crise, comme je le disais, le 20 juillet 2026, Pedro Sanchez s'était rendu en visite officielle en Algérie, le rival du Maroc, avec lequel d'ailleurs l'Algérie et le Maroc n'ont plus de relations diplomatiques, je le rappelle encore une fois, depuis août 2021, à cause du conflit autour du Sahara occidental et de plusieurs sujets de divergence diplomatique et géopolitique. Ce déplacement aurait été très mal perçu à Rabat. Or, le précédent existe. En mai 2021, lors de l'ouverture soudaine de la frontière de Ceuta, c'était à l'époque comme une réponse marocaine à l'accueil en Espagne du chef du Front du Polisario, Brahim Ghali, et le Parlement européen avait à l'époque explicitement condamné l'utilisation par le Maroc du contrôle migratoire comme levier de pression politique. Les chercheurs ont parlé d'ailleurs d'une instrumentalisation de la migration, faire des flux humains un outil de coercition entre États. En 2026, force est de constater, il faut être honnête, qu'il n'y a aucune preuve formelle d'une décision du Maroc pour se venger contre l'Espagne et pour déstabiliser l'Espagne en raison d'une réconciliation entre Madrid et Alger. Mais la passivité, il faut le dire, la passivité initiale du dispositif marocain interroge de nombreux observateurs. Donc, il y a vraiment des doutes qui planent autour du rôle du Maroc. Le Maroc dispose d'un dispositif de sécurité impressionnant. Les gardes de frontières, les forces de sécurité marocaines sont fortement présentes autour de l'enclave espagnole de Ceuta et que si les Marocains voulaient vraiment empêcher cette invasion, cette infiltration massive, ils ont les moyens et ils ont les capacités de le faire. Pourquoi les autorités marocaines n'ont pas agi, n'ont pas réagi? Les autorités marocaines, elles se disent on l'a déjà dit, qu'elles avaient été dépassées, qu'elles n'avaient pas prévu cette situation et que c'était un mouvement spontané, inattendu à cause de plusieurs manipulations sur les réseaux sociaux, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'à ces facteurs conjoncturels s'ajoute un autre problème structurel. Au Maroc, il y a une jeunesse marocaine qui est confrontée à un chômage persistant et dont une part croissante déclare vouloir immigrer malgré une bonne santé relative de l'économie marocaine, sans ce réservoir de frustration, ni un arrêt de justice, ni une rumeur sur TikTok n'aurait jeté des dizaines de milliers de personnes à la mer. Il faut être honnête, le cœur du problème, c'est la précarité et la pauvreté qu'il y a au Maroc et au Maghreb. Et on parlera tout à l'heure de l'implication des migrants algériens dans cette affaire, dans ces événements de Ceuta, mais le cœur du problème, au-delà des manipulations sur TikTok, l'implication des services secrets, s'il y avait une véritable prospérité, un épanouissement et une véritable égalité de chances et des égalités sociales, et s'il n'y avait pas des inégalités sociales, il y a un véritable sous-développement et un foyer de pauvreté au Maroc et au Maghreb, on n'aurait pas eu cette crise de Ceuta. Je voudrais terminer cette émission par un petit rappel sur la
complexité diplomatique. Entre l'Espagne et le Maroc, les relations ne sont pas toujours bonnes à cause du statut de Ceuta et de Melilla. On va vous montrer les cartes. Il faut savoir que Ceuta et Melilla se trouvent au Maghreb. Il ne se trouve pas en Europe. Et là, les Européens n'ont pas été assez honnêtes pour le rappeler. C'est vrai, c'est un territoire espagnol, mais c'est un territoire espagnol qui est situé au Maghreb. Vous allez voir les cartes. Ce sont deux petits territoires qui appartiennent à l'Espagne depuis très longtemps. Alors, l'Espagne exerce une souveraineté continue sur Melilla depuis le 15e siècle, depuis 1497, et sur Ceuta depuis 1668. Donc plusieurs siècles de présence avant même la création de l'État moderne marocain. Et sur le plan du droit international, il y a quand même un problème, il y a un malaise, parce que l'ONU ne considère pas Ceuta et Melilla comme des colonies ou des territoires non autonomes. Elle les considère comme des territoires espagnols, alors que le Sahara occidental est considéré comme un territoire qui n'a pas été décolonisé, non autonome. Gibraltar, qui est un territoire appartenant à la Grande-Bretagne et qui est situé au nord, à l'extrême sud de l'Espagne, en face du Maroc, il appartient à la Grande-Bretagne et l'Espagne le réclame parce qu'elle considère que les Anglais, elle considère que la Grande-Bretagne l'a colonisé et l'ONU considère Gibraltar comme un territoire non autonome. Mais pour Ceuta et Melilla, il y a un malaise. Le Maroc a plusieurs fois réclamé la restitution, la récupération de ces territoires. Il les considère comme son territoire, comme le prolongement de son territoire géographique, comme les biens du Maroc. L'Espagne, d'ailleurs le Maroc a toujours contesté formellement la souveraineté espagnole et considère encore une fois Ceuta et Melilla comme des territoires marocains occupés. Du côté de l'Espagne, il n'est pas question de les restituer, il n'est pas question de les rendre à quiconque. Ce sont des territoires espagnols depuis des siècles et les citoyens qui habitent Ceuta et Melilla sont des Espagnols et des Européens. Il faut savoir que Ceuta et Melilla ont le statut de ville autonome au sein de l'État espagnol. Selon la Constitution de 1978, ils ont le statut d'autonome qui a été renforcé par l'Espagne en 1995. Elle constitue donc formellement la seule frontière terrestre de l'Union européenne sur le continent africain. Elles font partie de l'espace Schengen, mais avec un régime d'exemption spécifique relatif au contrôle des frontières avec la province marocaine voisine et au niveau des douanes, au niveau de l'union douanière, Ceuta et Melilla, elles sont exclues du territoire douanier comme le de l'Union européenne et elles bénéficient d'un statut fiscal et douanier particulier. Donc je rappelle, Melilla, elle est espagnole depuis 1497, Ceuta était d'abord portugaise en 1415, elle est redevenue officiellement espagnole depuis 1968, le Portugal l'a cédé à l'Espagne. Donc le statut juridique est quand même compliqué. Est-ce que Ceuta et Melilla peuvent rester espagnoles jusqu'à encore plusieurs siècles encore, sachant qu'elles sont situées au cœur du Maghreb et au nord du Maroc? Est-ce que c'est vivable? Est-ce que ce statut peut être maintenu pendant encore des années? Est-ce que c'est durable? Et là, c'est un autre débat qui s'invite, puisque plusieurs experts, y compris européens, commencent à douter de la légitimité de la souveraineté de l'Espagne sur ces deux territoires, et peut-être qu'en revoyant leur gestion et leur gouvernance, on pourrait peut-être mettre fin à la crise migratoire. Ça, c'est une piste parmi tant de pistes, mais qui, encore une fois, je le dis en conclusion, ne supprime pas le véritable fond du problème, qui est la pauvreté, les inégalités, la détresse et la misère sociale, qui malheureusement font tant de mal à plusieurs millions de Marocains et de Marocains, et aussi à plusieurs millions de Maghrébins et de Maghrébines, comme les Algériens, comme aussi plusieurs millions de Subsahariens, qui tous affluent vers ce territoire Ceuta et Melilla, parce qu'il fait partie de l'Europe, parce qu'il est encore espagnol, en espérant bénéficier de largesse, du droit à l'asile, du droit au travail et d'une vie meilleure.